Alors voilà, donc on reprend un petit peu donc les recommandations sur l'anesthésie donc du sujet âgé. Donc comme l'a bien évoqué ma collègue Dr Anne Vidil, donc les personnes âgées donc c'est une population, enfin la population âgée, elle est en augmentation donc importante et donc cela va inciter un afflux important justement de cette population à l'acte opératoire. Donc on voit arriver des personnes âgées de plus en plus au bloc opératoire. Donc on évalue un petit peu donc sur le plan anesthésique bon les profils donc des différents profils des personnes âgées donc en termes plus simples donc les vigoureux ou les robustes donc ceux qui sont âgés mais qui ont un âge donc physiologique avec des réserves qui sont quand même maintenues donc des modifications pharmacologiques essentiellement liées à l'âge, mais qui ne représentent pas de fragilité particulière. Les fragiles ressemblent aux robustes à l'état basal, donc ils peuvent paraître en état, conservé, mais avec une perte plus marquée des réserves disponibles. Cas d'augmentation des besoins, ça veut dire le moindre effort peut générer donc une augmentation des besoins avec des réserves, comme on appelle hémodynamiques, donc entre autres débit cardiaque, retour veineux et fonction myocardique, donc qui sont un peu limitées. Donc une adaptation à l'effort très difficile. Et on peut à la fin, donc c'est ceux-là d'ailleurs les fragiles, c'est les plus vulnérables aux complications post-opératoires. Et donc les dépendants, donc en troisième position, les polypathologiques, donc ceux-là, donc qui ont une comorbidité importante, qui sont connus justement du circuit médical, donc représente l'essentiel de la population dite gériatrique. Donc l'identification des comorbidités et des dépendances justement participe à l'évaluation des risques d'une façon plus importante. Alors, prise en charge périopératoire du sujet âgé. Donc, on se cible essentiellement donc, lors de la consultation pré-anesthésique chez le sujet âgé, de repérer justement les réserves hémodynamiques. Donc, en faisant des scores. Donc, le score le plus adapté actuellement, c'est le score de Lee. Donc score cardiovasculaire, donc les fonctions cognitives, donc qui sont justement repérées d'une façon systématique. Donc ça fait partie des recommandations justement d'évaluation préopératoire. La fonction rénale et la gestion des traitements, donc avec le management des traitements du patient âgé qui doit être optimisé. Prévention de l'anxiété justement avec des benzodiazépines à demi-vie courte, donc utiliser plutôt, donc réduire justement, essayer d'arrêter tout ce qui est donc nos anciens neuroleptiques, donc les inhibiteurs des monoamino-oxydases, donc tout ce qui peut générer justement des troubles cognitifs, voire un syndrome convulsionnel post-opératoire. Et puis, privilégier plutôt chez le sujet âgé la prise en charge dans le cadre de l'ambulatoire. Donc, une personne âgée n'a qu'une hâte, c'est de reprendre son mode de vie habituel le plus tôt possible, donc voire le jour même. Période péropératoire, donc il faut élargir le monitorage hémodynamique et narcotique justement d'une façon assez systématique pour les personnes âgées, justement dans le but de titrer, d'optimiser l'intervention, donc les drogues anesthésiques, l'administration des drogues anesthésiques et être le moins interventionnel possible. Donc le monitorage de la narcose donc permet justement d'optimiser et de réduire la consommation des anesthésiants, donc des narcotiques. L'état hémodynamique, le débit cardiaque, donc la prévention et la surveillance permanente de l'état hémodynamique, de la tension artérielle et de la traiter immédiatement permet de prévenir les complications myocardiques post-opératoires qui ne peuvent que prolonger le séjour du patient. Prévenir l'hypothermie, donc comme j'ai évoqué avant, le réchauffement est systématique parce que ça augmente les besoins
Donc forcément, ça ne peut que générer des risques cardiovasculaires liés aux besoins d'oxygène. Il faut utiliser plutôt des agents pharmacologiques de courte durée et favoriser plutôt les morphiniques dont l'élimination est immédiate. Donc j'évoque certains formes morphiniques comme le Remifentat ou le sufentanil avec une anticipation d'administration coordonnée en fonction de la durée de l'intervention. Bien sûr, l'installation a une importance particulière chez les personnes âgées qui ont une fragilité cutanée assez importante. Donc, il faut contrôler les points d'appui et prévenir les syndromes plexiques. Donc voilà, en post-opératoire, donc on repart, on va évoquer surtout une surveillance donc les deux paramètres les plus importants sont la douleur. Et aussi, il faut chercher aussi la survenue d'un globe vésical chez le sujet âgé qui peut être un facteur retardataire justement de récupération post-opératoire. Donc, je marque un point particulier qui est très important, c'est les décompensations cognitives post-opératoires. Donc, l'évaluation du risque déjà à l'état de base est très importante, altération des fonctions cognitives, donc initiales, donc troubles de la mémoire éventuellement, des orientations temporospatiales, une déférence visuelle auditive déjà connue et l'état d'hydratation du patient. Donc les patients qui sont déshydratés, c'est des patients qui sont adeptes à faire plus de syndrome confusionnel en post-opératoire. Donc l'association de ces trois paramètres, donc un paramètre donc représente un faible risque de survenue de troubles cognitifs, mais l'association de 2 ou 3 peut augmenter la mortalité et bien sûr générer des troubles confusionnels avec un placement en service de long séjour, un allongement de la durée moyenne de séjour, une augmentation des coûts d'hospitalisation. Le traitement du syndrome conventionnel commence d'abord par la prévention. Donc rythme veille-sommeil, contrôle d'hydratation, donc c'est très important. Donc réhydrater les patients en préopératoire et bien sûr être le moins interventionnel possible, traiter tout ce qui est iatrogène et justement prise en charge de la douleur qui soit anticipée. Et le traitement curatif, rechercher et traiter une cause directe du syndrome conventionnel. Donc si c'est des drogues justement psychotropes, donc favoriser plutôt des benzodiazépines de courte durée et éviter tout ce qui est toutes les drogues qui sont plutôt de longue durée chez un patient qui ont l'insuffisance rénale déjà potentielle sur le plan physiologique et qui ne peut que retarder l'élimination des produits. Et la contention physique reste le dernier recours pour une courte durée qui sera évaluée régulièrement. En conclusion, donc, population à risque multiple ayant fréquemment recours aux soins, y compris opératoires. Donc, il faut tenir compte de l'état physiologique. Donc, il doit être évalué systématiquement. Donc, je rappelle, donc, les troubles cognitifs, l'état hémodynamique et la fonction rénale. Donc, un sujet âgé est éligible à la RAC systématiquement. Donc, sauf que, bon, voilà, il doit y avoir des acteurs, donc, qui doivent prendre en charge cet âge physiologique et l'encadrer d'une façon assez rigoureuse. Point de vigilance en préopératoire, traitement, prévention de l'anxiété et de la confusion. Il faut avoir une vigilance péropératoire accrue, donc traiter toute modification hémodynamique péropératoire. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup Zaki. J'ai une petite question pour le docteur Vidil. J'ai l'impression qu'il y a une catégorie de patients qu'on ne voit plus, c'est les polyarthrites rhumatoïdes. Alors c'est tout à fait vrai et c'est lié en fait au développement des biothérapies. Ces vieux patients avec des déformations articulaires multiples avec un handicap majeur, on ne les voit plus. Et ça, c'est grâce aux biothérapies. Les traitements médicaux ont eu raison de la polyarthrite rhumatoïde. Bien. Zaki, les particularités de la personne âgée, c'est les particularités habituelles, il faut faire attention. Une surveillance péropératoire avec l'anesthésiste en salle d'opération, prêt à intervenir au cas où il y a moins de trucs qui se passent. Exactement. C'est très important. Bon, j'ai oublié un thème très important, les titrations aussi. Donc favoriser plutôt les titrations pour justement réduire la consommation morphinique. Voilà. Très bien.
La prothèse de coude, on n'a pas trop l'habitude d'en voir, mais bon, le docteur Anvidil en fait quand même, elle a quand même une bonne expérience quand même, une grosse expérience. C'est des pathologies qui sont quand même fréquentes, et notamment post-traumatiques. En fait, ce qu'il faut savoir au niveau de la chirurgie du coude, on a à peu près 15 à 20 ans de décalage par rapport à la chirurgie de l'épaule. Moi, quand j'ai commencé à m'installer, enfin, c'était dans les années 2000, c'est vrai que le développement de la chirurgie de l'épaule, on avait le développement de l'arthroscopie, les prothèses. Et ben, en ce moment, vis-à-vis du coude, on a de plus en plus d'indications du fait du développement des techniques arthroscopiques et des arthroplasties. Donc, on est en train de vivre une autre façon de traiter ces patients-là où, jusqu'à présent, ils étaient plus ou moins abandonnés. Donc les coudes raides post-traumatiques, c'est peut-être pas une fatalité, on peut s'en sortir? Oui, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir parce qu'on a des prothèses qui sont maintenant performantes. Et puis surtout, dans la modification des voies d'abord, les patients ils gardent leur triceps. Et ça, c'est vraiment très important. Même si de base, pour étendre le coude, la pesanteur nous aide beaucoup, avoir un bon triceps, c'est hyper utile quand on a une prothèse. Et quelle est la durée de vie des prothèses de coude les plus récentes? On est autour un petit peu moins de 10 ans. Vraiment, c'est encore... Le problème du coude, c'est que c'est une articulation qui est petite, donc des implants qui sont petits, avec des bras de levée du mécanique qui sont importants. Alors, on peut toujours dire aux patients, vous avez une prothèse de coude, vous ne soulevez plus rien, vous ne portez plus rien. Ils nous regardent avec des yeux ronds. Alors moi, je leur dis, essayez de vivre le plus normalement possible, forcez pas trop, et puis on verra quand la prothèse sera usée. Mais maintenant, une petite dizaine d'années, c'est pas mal. Ok, merci. Vous avez des questions? Oui. La question, c'est simplement l'épicondylite. Quand on a tout fait, tout essayé, la combothérapie dans tous les sens, qu'est-ce que vous nous proposez chirurgicalement s'il y avait besoin d'une indication chirurgicale, j'entends bien, pour les épicondylites qui persistent? Alors, les épicondylites, si on va sur Amélie, ils nous disent faut rien faire et dans 2 ans, ça ira mieux. Donc ça, c'est ma petite note d'humour. Non, en fait, s'il reste douloureux malgré les traitements, infiltration, massage, étirement et compagnie, moi je leur propose des ténotomies d'allongement qu'on peut faire soit sous arthroscopie, soit à ciel ouvert. Ça marche bien. Le seul facteur d'échec potentiel, c'est en fait la qualité tendineuse. Si on a des épicondylites avec des tendons fissurés et une longue évolution, si le tendon est de mauvaise qualité, on peut avoir des douleurs persistantes après l'intervention. Mais il y a quand même une grosse proportion de patients, je dirais à peu près les 3/4, qui vont bien après ce type de chirurgie. Donc il ne faut pas trop traîner pour vous les indiquer finalement, parce que les gens souffrent. En fait, je pense qu'il faut faire le traitement médical bien conduit, c'est-à-dire les anti-inflammatoires, la kiné, éventuellement des infiltrations, leur expliquer notamment la position ergonomique sur les ordinateurs. On leur dit oui, c'est coude à 90 degrés avec le repose-poignet, ce qui est absolument très mauvais pour l'épicondylalgie. Il vaut mieux qu'ils aient les poignets un petit peu en extension et les coudes en extension. Donc, si toutes ces mesures n'ont pas été suffisantes pour les soulager, il faut nous les adresser et puis voir avec eux où ils en sont. Si effectivement ils restent très douloureux et qu'ils ont envie de faire des activités, on peut les opérer, ça pose pas de souci. Et toujours pareil, quand on a eu les épicondylites, tu as l'expérience des PRP, des infiltrations de PRP? Alors, moi, j'en fais pas personnellement. Dans les études qui ont été publiées, on a à peu près 50% de soulagement à 6 mois après PRP. Ils l'ont proposé dans les tendinopathies fissuraires pour essayer de provoquer la cicatrisation. Ça marche pas très bien.